Aujourd'hui, dans les ailes du Maroc, j'ai le plaisir d'accueillir une femme qui conjugue diplomatie commerciale, vision continentale et engagement pour la transformation. Latifa El Bouadlaoui est à la tête du Centre islamique pour le développement du commerce, qu'on appelle CIDC pour les initiés, un institut qui agit sur les 4 continents, 57 pays musulmans. Elle promeut le commerce, l'investissement et l'intégration économique. Bien sûr, on va le voir tout à l'heure, donc originaire du Maroc, elle a occupé des fonctions stratégiques au sein de notre ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie numérique avant de prendre les rênes du CIDC. Donc une femme, bien sûr, qu'on va voir de portée internationale, qui fait de la collaboration entre continents, plus qu'une ambition, un projet concret, et on aura le plaisir de le voir. Latifa, marhaba bik, dans les ailes du Maroc. Merci beaucoup et merci de m'accueillir. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc avant d'œuvrer à l'échelle continentale, il y a eu ton parcours, tes racines, tes aspirations. Qu'est-ce qui, dans ton enfance ou ta jeunesse au Maroc, t'a donné le goût de l'économie, du commerce international et de la transformation? Dans mon enfance, rien. Donc il n'y avait rien de particulier? Il n'y avait rien de particulier. Donc j'ai fait des études normales dans l'école marocaine, avec toujours la règle d'être... L'excellence, un peu c'est ce qu'on a. Et puis cette excellence, en fait, ça c'est quasi classique chez nous. Donc excellence, donc je fais les maths, je fais sciences maths, je fais les écoles prépa et puis je fais école d'ingénieur. Le parcours classique des élèves brillants, c'est il faut aller toujours les maths, reste le dénominateur. Voilà, c'est le dénominateur. Et est-ce qu'il y avait de la lecture? Parce que très souvent, il y avait beaucoup de lecture. Du sport, de lecture, il y avait beaucoup de lecture, beaucoup de films, beaucoup de discussions. J'adore discuter, échanger. Avec des aînés, avec tes amis? Des aînés, avec mon père à l'époque, avec tout le monde. Discuter de sujets vraiment d'ordre... J'avais un intérêt particulier pour l'économie, pour la politique, mais rien de plus. Curiosité, c'était juste pour dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Pas pour devenir politique ou pour... du tout. Plutôt la curiosité. Non, c'était de la curiosité. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur à Rabat. D'accord. Et après, à la sortie de l'école, donc... il faut travailler, donc on commence à chercher du travail, à postuler dans les différentes... Et pour une lauréate c'était l'école des mines, c'était l'ENIM, aujourd'hui c'est l'école des mines. Et donc le classique, c'est les écoles, c'est les industries, c'est les ministères, mais ministère de l'industrie, ministère des travaux publics, vraiment les ministères techniques. En relation avec le cursus, je suis diplômé d'une école des mines. Donc, mais en 1994, il y avait un événement particulier au Maroc, c'était la création de l'OMC. C'était les accords exactement, les accords de l'OMC. Et là, c'était un événement vraiment grandiose. Une belle rencontre pour vous. Une belle rencontre pour moi et une belle découverte. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment d'abord à savoir qu'une telle organisation est créée et qu'il y a des accords de commerce, etc. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup passionné. Et puis j'ai vu toute la grandeur de l'événement qui se passait à Marrakech. C'était sous la conduite effective de Feu Hassan Doula. Et donc c'était quelque chose qui m'a marqué. Et le concours de circonstances a fait que je rencontre quelqu'un qui m'a vraiment orientée vers le ministère du Commerce extérieur. Alors que normalement, on ne pense jamais, en tant qu'ingénieur, on ne pense pas au ministère du Commerce extérieur. Et c'était ça la découverte. Et donc j'étais la première ingénieure à intégrer ce ministère. Et voilà, donc, et puis donc vous confirmez l'histoire a commencé. Vous confirmez qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que de belles rencontres. Donc cette rencontre, c'est la famille, c'est un ami, c'est un collègue. C'est un ami de la famille, c'est un ami de la famille, il est décédé, mais c'est quelqu'un qui m'avait parlé du commerce extérieur. Il m'a dit, tiens, tu ne travailles pas encore, il y a un département qui est jeune, et il y a de la place, etc. Et à l'époque, c'était pour les ingénieurs, c'était sur dossier, donc c'était vraiment facile d'y accéder. Et là, au ministère du Commerce extérieur, j'étais aussi très très bien accueillie, il y avait des gens d'une grande qualité. Et j'ai aimé tout de suite, et c'est à partir de ce moment-là que mon parcours dans les relations internationales a démarré. Parce qu'après, vous êtes revenu dans le ministère de l'Industrie, donc vous avez piloté pas mal de secteurs stratégiques, la mécanique, je pense le cursus, l'offshoring. Comment ça a été vécu, cette montée en responsabilité? Parce que c'est vrai, quand on démarre ingénieur, il y a l'OMC, puis petit à petit, on gravit les échelons. Est-ce que cette montée, elle s'est faite naturellement, elle s'est faite par à-coup? Rétrospectivement, vous la voyez comment?
Moi, je dirais qu'il s'est fait naturellement et c'est une construction que j'ai fait moi-même, sans le savoir. Okay. Vraiment, j'ai commencé au commerce extérieur, je travaillais sur les accords de l'OMC. Ok, donc vous étiez une des artisanes. Voilà, j'étais la mise en œuvre, c'était la mise en œuvre des accords, donc c'était vraiment pour moi une autre école que j'ai faite au commerce extérieur. Ensuite, j'ai travaillé sur les relations avec l'Union européenne et dans tout ce parcours, j'étais très très bien encadrée par des gens qui étaient à l'époque là-bas. Et puis, à un certain moment, faute de pouvoir monter, évoluer. Pour différentes raisons, j'ai changé. Par curiosité, je me suis dit, allons voir qu'est-ce qui se passe dans l'autre département. Il y avait 2 départements. Et donc, j'ai rejoint le département de l'industrie. C'est ça, vous avez... Et c'est là aussi, toujours, vraiment, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens, d'avoir sur mon chemin des gens d'une grande qualité, des gens qui nous accueillent avec beaucoup de bienveillance, qui aussi transmettent leur savoir. Et là-bas, donc, j'ai eu la grande chance, opportunité de travailler sur la stratégie industrielle du Maroc. C'était la mécanique, etc. La mécanique, l'automobile, l'offshoring. Et ça, c'est venu compléter toute l'expertise que j'avais acquise au ministère du Commerce extérieur. Et puis après, je suis revenue au ministère en tant que directrice des relations commerciales internationales. Et c'était vraiment un retour presque naturel parce que j'avais l'expérience du commerce extérieur. J'ai acquis une nouvelle expérience qui est la stratégie et l'industrie. Et donc, ensemble, je pense que ça vous a donné cette double épaisseur. Expertise, épaisseur, et donc, d'où ma fonction au ministère du Commerce extérieur. En fait, c'est 2 départements qui, une fois ils sont ensemble... Quand ils ont fusionné, donc vous êtes retrouvés chef d'orchestre parce que vous aviez les deux dimensions. Mais au début, est-ce que c'est facile? Parce que souvent, on dit que quand on est fonctionnaire, on est souvent tranquille, parce que vous auriez pu rester dans le commerce extérieur. Vous avez osé, à un moment donné, dire je sors, parce que dès qu'on sort de sa zone de confort, on prend des risques. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, allez, je vais y aller? Est-ce que parce que vous êtes quelqu'un qui ne peut pas à un moment donné se lever le matin et dire à quoi je sers? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit, je pense qu'ailleurs, il y a peut-être autre chose? Qu'est-ce qui a fait que vous avez traversé la rue? C'est quoi C'est juste que je voulais, c'est par curiosité, mais aussi j'étais en quelque sorte invitée par l'autre côté. D'accord, ils vous ont repéré, quelqu'un vous a repéré? Exactement. Voilà, donc c'est important à le dire ça. Et c'est comme ça que j'étais pas. Mais moi j'étais prête à y aller parce que, vous l'avez si bien dit, c'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Mais moi je voyais en ce changement beaucoup plus une opportunité pour ouvrir d'autres portes. Et donc c'est comme ça que je suis partie au département de l'industrie. Et tant mieux parce que c'est ce qui a forgé tout le parcours par la suite. Ça vous donnait, comme vous avez dit, cette dimension. Et puis vous avez vécu, je pense, un des plus gros... Aujourd'hui, le Maroc baigne encore sur toute émergence, que ce soit l'industrie automobile, l'aéronautique. Vous avez tout construit. Le shoring, bien sûr. L'aéronautique également, j'ai beaucoup travaillé sur ces secteurs. Donc quand je réécoute un peu, donc on sent que être ambassadeur du Maroc, ça a déjà été dès le début, mais est-ce qu'il y a eu un moment donné charnière entre quand vous êtes passé du premier ministère au second, puis après, qu'est-ce qui a été le déclic pour dire, au-delà de travailler sur des grands sujets, c'est vraiment mettre mon pays en Champions League? En fait, je pense que la réalisation, mais aussi la grande chance que j'avais, c'est que quand j'étais au ministère, à la direction des relations commerciales internationales, donc ça c'est l'ouverture vers le monde. D'accord. Et j'étais désignée négociatrice du Maroc pour beaucoup d'accords, et notamment l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc là, la ZLECAf. Et donc là, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment sentie ambassadrice du Maroc, économique, bien évidemment, et que j'ai porté cette mission qui était beaucoup plus grande que moi, avec beaucoup de fierté, beaucoup d'engagement, d'enthousiasme. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment été fière de mon parcours et contente d'avoir fait tout ça.
et aussi des réalisations auxquelles j'ai pu contribuer en fait. Je crois que, si je ne mens pas, vous avez été la première femme directrice au niveau du ministère. Ou est-ce qu'il y avait une femme avant vous? Au ministère du Commerce extérieur, oui. Donc oui. Oui. À l'industrie, il y avait déjà des femmes qui étaient déjà. Que tu connais très bien. Donc il y avait effectivement, oui. Ouais. Donc, mais c'est vrai que dans le premier, vous étiez la première. J'étais la première. C'est toujours important parce que quand on est le premier, on ne voit pas la responsabilité qu'on a. Et tout le monde vous attend au tournant, il faut que ça réussisse. Oui, oui. Donc je pense que vous aviez une... Est-ce que vous sentiez un peu, pas le tract, mais le dire, il faut que ça marche? Non, vous avez fait... Le tract, elle est là, bien sûr, bien évidemment, toujours. À chaque étape, il y a le tract. Mais moi, ma philosophie, c'était de se mettre toujours au niveau de la responsabilité. Et vraiment, c'est une responsabilité, comme j'ai dit, qui me dépasse largement. Et donc, en étant à ce niveau, ça me permet un peu de prendre de la hauteur et de continuer de militer et de vraiment contribuer à... Mais je pense qu'en filigrane, on reviendra donc quelque part, quand vous dites que vous étiez bien entouré, donc il y a aussi la notion d'équipe, la notion de faire ensemble. Donc on reviendra tout à l'heure pour dire qu'effectivement, on ne fait rien tout seul et que quand on fait de belles choses, c'est toujours dans une team. En fait, aussi IDC, j'étais aussi la première femme à être à la tête d'une organisation l'organisation islamique. Et c'était un grand challenge pour moi parce que dans le tour de table, il n'y avait que des hommes. Mais heureusement, le monde a beaucoup changé, donc j'étais très très bien accueillie. Maintenant, pourquoi on n'entend pas parler beaucoup de ICDT? C'est pas tellement vrai. C'est une organisation qui existe depuis 1984. Nous avons fêté l'année passée 40 ans. C'est une organisation qui a été initiée pour justement donner à cette organisation, l'OCI, un visage économique. Et c'était à l'initiative de, encore une fois, Sa Majesté Feu Hassan II. Et on ne le dit pas souvent, c'est-à-dire que le Maroc a été quand même un catalyseur. Mais bien sûr, pour la création de l'OCI, mais aussi pour la création de ICDT. Et donc ça a été basé à Casablanca, justement la ville économique. Et depuis le temps, le centre, elle a fait énormément de choses. Peut-être on n'en parle pas beaucoup au Maroc, mais ailleurs, le centre, elle est très connue. On disait aujourd'hui sur le centre, et effectivement, on va redéfinir un petit peu la mission. Mais est-ce qu'on peut avoir déjà des exemples concrets de ce que votre organisation a mené pour renforcer le rôle de ce qui nous intéresse, les PME, les jeunes, les femmes dans le commerce? Je voudrais commencer par vous donner un aperçu sur le Centre islamique pour le développement du commerce. Donc, c'est une institution subsidiaire de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, et c'est le bras de promotion du commerce et des investissements de l'OCI. Donc, toute notre activité, c'est la promotion du commerce, des exportations, des importations et aussi des investissements dans nos États membres. Nous sommes 57 États membres. Donc vous êtes soutien, donc vous n'investissez pas, vous êtes que soutien. On est le soutien. On est l'agence de promotion. Comme l'agence. Équivalent MDE Maroc pour le Maroc. Voilà, ça c'est bien, ça nous parle. Nous, on est au niveau l'agence au niveau des pays islamiques. Nous avons des objectifs arrêtés par les États membres à travers leur ministre du Commerce et de l'Investissement, qui nous donne un plan d'action annuel. Nous avons un plan d'action sur 10 ans, mais chaque année, on a notre plan d'action actualisé. Donc, c'est des foires, c'est des salons, c'est des forums d'investissement que nous organisons chaque année. Et l'objectif, c'est vraiment de faire rencontrer les opérateurs de la région autour de sujets particuliers. Tu as parlé d'exemples, donc je peux donner quelques exemples que nous avons organisés ces 3-4 dernières années. En matière d'investissement, nous avons un nouveau concept qu'on a mis en place depuis 2023, c'est les ICDT Invest. ICDT, c'est le centre en anglais. Dans ces forums-là, qu'on tient dans des pays de la zone, avec une priorité pour l'Afrique. Parce que c'est la région, on a trois régions. On a l'Afrique, on a le monde arabe et on a l'Asie. Mais en termes de besoins, l'Afrique, elle est vraiment il sort en tête de liste. Donc ce ICDT Invest, mon objectif, c'est vraiment de mettre à la disposition des investisseurs des 2 autres régions de l'OCI les opportunités d'investissement que présente l'Afrique. À date d'aujourd'hui, on a fait 5 éditions
qui ont été très réussis, alhamdoulilah, vraiment, ça démontre que le besoin est là. Il y a l'intérêt. Il est là, l'intérêt. Donc, on a fait au Sénégal, on a fait en Gambie, on a fait en Mauritanie, on a fait au Cameroun et on a fait... Ouais, j'ai entendu, par contre, ça, je l'ai entendu, voilà. parce que vous l'avez fait. Ah oui, on a vraiment, c'était des rendez-vous, c'était des carrefours de rencontres entre des investisseurs qui venaient de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Maroc, de la Turquie, pour rencontrer les opportunités d'investissement dans ces pays. De ces pays-là. Donc, c'était pays par pays. Et pour moi, c'est vraiment, c'est ça le CIDC, c'est de faire en sorte de rencontrer les opportunités avec les flux d'investissement, avec les projets d'investissement. Faites le roadshow que vous avez fait, donc là, puisque j'avais suivi, je devais même être au Sénégal. Est-ce que vous avez 1, 2, 3 projets qui vous viennent en tête, vous dites, ben voilà, grâce à nous, le Sénégal va faire ce projet. Est-ce qu'il y a quelque chose pour que les gens visualisent, parce que c'est important qu'on voit oui, bien sûr, quel projet on parle. On a plusieurs, je vais citer, peut-être pas au Sénégal, mais en Gambie, parce qu'en Gambie, c'était vraiment... C'est un pays enclavé, voilà, un pays qui... Oui. Voilà, en Gambie, c'était... On a eu une grande délégation marocaine dans le domaine de la santé. La santé, d'accord. Et donc, une vingtaine qui sont partis avec moi. Et vraiment, ils m'ont fait l'honneur et le plaisir de participer et aussi mettre en avant ce potentiel du Maroc en tant que pays locomotive pour l'Afrique. Et pendant ce forum-là, donc bien sûr, donc, tous les panels, mais le plus important, c'était les MOU qui ont été signés. Okay, c'est ça, oui, on a pu signer 5 MOU avec de grands opérateurs marocains dans le domaine de la santé. Des hôpitaux, des cliniques, c'est comme vous dites. Des cliniques, des hôpitaux, des labos, et aussi la production de médicaments. Et donc, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, la Gambie, mais la Gambie, c'est un hub. Oui, non, donc, mais lorsqu'ils ont signé, c'est pour toute la région. Le Rwanda aujourd'hui, c'est enclavé, mais ils arrivent à faire des belles choses. Voilà, et c'est un pays très smart, anglophone, donc vraiment ça, pour moi, c'est une grande réalisation. Idem pour le Cameroun. Le Cameroun, on a fait un focus sur le café. Une délégation marocaine forte aussi est partie avec moi, pas seulement, des Turcs également, des investisseurs de l'Arabie Saoudite qui ont pu signer vraiment des accords de commerce avec leur homologue camerounais. Donc moi, je pense que c'est du concret et c'est de l'impact immédiat. Donc il y a vraiment des investissements, des choses qui sont sur le grand. Bon, nous, notre travail, c'est de lancer. Bien sûr, donc initier, accompagner et d'accompagner si besoin. Après, donc, c'est du privé. Voilà. De faire ce qu'il sait faire. Exactement. On parle beaucoup aujourd'hui du halal. Peut-être vous allez me contredire ou pas. Il semblerait que l'Angleterre soit le pays où il y a le plus de halal. Donc je voudrais, moi ça m'a toujours, si c'est vrai. Et comment vous faites aujourd'hui pour standardiser? Parce que c'est un super marché, par exemple pour nous en tant que Marocains, on ne se pose pas la question parce qu'on mange tous halal. Mais on voit que dans le monde, notamment en Europe, c'est des vrais sujets. Est-ce que c'est des sujets que vous adressez? Est-ce que vous avez vu des entreprises marocaines qui commencent maintenant à prendre ce marché? Est-ce que vous pouvez juste un mot sur... Alors, le halal. Le halal, moi, c'est l'un des sujets sur lesquels vraiment je focus beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à réviser par rapport à ce sujet. Tout est halal, oui, mais le halal, il est halal lorsqu'il est certifié. Bien sûr. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dresser. Vous avez parlé de l'Angleterre. Moi, je vais vous dire plus que ça. Je vais te dire plus que ça. Sur les top 20 des pays exportateurs du halal dans le monde, il n'y a que 3 pays islamiques, musulmans qui sont les derniers de la liste. Les derniers avec les 20. Exactement. Donc c'est la Turquie, les Émirats et la Malaisie. Tous les autres, c'est des pays occidentaux. C'est les États-Unis, c'est les UK, c'est la Nouvelle-Zélande, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gap énorme à rattraper. Nous sommes le marché du halal. Quoique, aujourd'hui, le halal ne s'adresse pas qu'aux musulmans. C'est vrai. C'est un produit, c'est un produit de qualité. Et puis surtout, avec l'épidémie du coronavirus, on a constaté une augmentation dans la consommation du halal. Donc aujourd'hui, tout le monde demande le halal. C'est un marché énorme, mais il faut dire que la grande partie, c'est quand même les pays musulmans. Ouais. Maintenant, il faut s'approprier ce marché qui est le nôtre. Et donc, nous, on a un programme d'activité qu'on est en train de... il y a une autre organisation partenaire de l'OCI qui travaille avec nous. Nous, on est le commerce où ils sont dans la standardisation.
Parce que je pense que là, il y a... Et je souhaite vraiment qu'au Maroc, un intérêt... Voilà, donc je pense qu'on nous écoute, parce que beaucoup ne le savent pas. Et quand, voilà, moi j'avais oublié, donc dans le top 20, on a 17, 3, ça veut dire qu'il y a un gisement de valeurs énorme, dans lequel peut-être il faut juste se baisser. Tous nos produits sont des produits halal. Mais c'est tous clair. nos produits sont des produits halal, mais il faut certifier. On va maintenant parler, puisqu'on est aux ailes du Maroc, être une femme dans une organisation islamique avec ce niveau de respect, parce que vous êtes la numéro 1, est-ce que c'est... Au-delà de la fonction, ce n'est pas un message qu'on donne aujourd'hui, peut-être au monde, aux autres femmes. Est-ce que ce n'est pas quelque part? C'est un message. Je pense que c'est un message. D'abord, pour dire que dans les pays musulmans, les femmes travaillent. Ils sont aussi engagées, aussi performantes, aussi intelligentes, aussi travailleuse, que je ne parle pas de moi-même, bien sûr, mais je parle... Que là, si tu es là, c'est pas par hasard. Et ça, c'est très féminin. Il y a des moments où il faut dire, ben oui, tabarakallah. Donc, moi, je suis fier quand je reçois les ailes et je te reçois. Ben, je dis, c'est à moi de le dire. Moi, quand je vois ton parcours, je dis, ben voilà, c'est possible, elle le fait. Et toujours, on revient, on en parlait tout à l'heure en aparté, il faut qu'à un moment donné dire, ben oui, mais avec... Exact, avec humilité, mais c'est oui, mais c'est la vérité. C'est la réalité. Et encore une fois, je ne parle pas que de moi-même. Non, mais c'est moi, clair. dans mon parcours, au sein de l'OCI, j'ai rencontré des femmes dans tous les continents. Des femmes qui sont dans des postes, des femmes dans les coopératives, des femmes fonctionnaires, mais ils sont toutes aussi intelligentes, aussi performantes et aussi actives que toutes les femmes du monde. Et donc, pour moi, ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est de dire que le commerce et l'investissement, c'est un vrai levier de développement de la région. L'avantage de notre organisation, l'OCI et ICDT, c'est que nous sommes c'est Sud-Sud. On est vraiment... Donc on est vraiment dans le grand collaboration de Sud-Sud. Et c'est la deuxième organisation après les Nations Unies en termes de membres. Ça aussi, on ne le sait pas. Voilà. Et c'est Sud-Sud. Tous les pays sont des pays. Et donc, moi, mon challenge, c'est vraiment de faire rencontrer les Suds. Ces différents Suds, il y a le monde arabe d'un côté, il y a l'Afrique, il y a l'Asie. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est complètement complémentaires. On se complète. Et en Afrique, nous avons, tu le sais très bien, les ressources humaines, les ressources naturelles, le grand potentiel d'investissement, la qualité aussi des hommes et des femmes. Dans le monde arabe, il y a deux, pour moi, dans notre travail, on classe en deux. Il y a le monde arabe, Afrique du Nord. C'est ça. Qui a l'intelligence, qui a l'expertise, qui a l'expérience du développement, avec deux pôles, le Maroc et l'Égypte, des deux côtés. Donc, c'est les deux grandes locomotives. Et de l'autre côté, on a l'autre monde arabe qui est les pays du Golfe. Les ressources financières. Les ressources financières, aujourd'hui l'intelligence artificielle, etc. Donc, si on réussit à réunir ces deux blocs, c'est un nouveau bloc que nous allons promouvoir au niveau mondial et qui peut vraiment être un nouveau virage dans la géoéconomie mondiale. C'est clair. Donc, et c'est vraiment, et c'est sur ça qu'on est en train de travailler. On reviendra, parce que tu as dit un mot magique pour moi, c'est les Émirats, l'IA, ils veulent investir 50 milliards de dollars qu'ils vont mettre en France parce qu'il y a le nucléaire. Comment aujourd'hui on va attirer parce que nous on a le soleil, on a les ressources. Voilà. Donc, et on doit maintenant, c'est pour ça que, et là on a besoin de nous tous, c'est-à-dire que là, parce que si nous on peut être aussi des facilitateurs, des ambassadeurs pour que des grands pays comme ça croient à cette... Parce que la coopération, c'est quand vous êtes sur ce type de projet. Exactement. Parce que rester sur le day-to-day, les gens, aujourd'hui les gens rêvent grand, on est sur... voilà. Donc moi, parce que quand j'entends, parce que je m'amuse aujourd'hui dans l'intelligence artificielle et je vois que le deuxième plus grand projet aujourd'hui, après, vous enlevez les États-Unis et la Chine, c'est les Émirats. Les Émirats, exactement. Devant, et presque, ils sont en train de titiller l'Europe. Ou qui ben ou des la carte, la map. Qui ben ils vont encore se développer. Mais c'est ce qui m'a motivé, parmi les choses qui m'ont motivé les ICDT Invest, c'est justement ça. Il y a les flux d'investissement de la zone aussi qui vont vers l'extérieur. C'est vers l'Europe, vers l'Amérique. Exact. Il y a les besoins, il y a les potentiels d'investissement de l'Afrique dont profitent beaucoup plus les pays de l'Occident. Donc pour moi,
inverser la tendance, c'est du win-win pour les deux parties. Bah oui. C'est-à-dire aussi bien pour les Émirats, autant profiter des opportunités d'investissement de l'Afrique. Maintenant, moi je dis en rigolant, depuis qu'on a été champion du monde des U20, semi-finales, on nous regarde, et c'est de l'actif immatériel sur lequel on doit tous surfer pour démontrer que si on l'a fait ici, on est capable de le faire ailleurs. On est capable de le faire ailleurs. Et ensemble, on peut aller loin, beaucoup loin. Donc, comment tu encourages aujourd'hui la représentation des femmes dans les métiers? Aujourd'hui, tu as une responsabilité internationale, tu as la latitude de recruter. Est-ce que, comme Lagarde, elle dit à compétence égale, je prendrai une femme, est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré? Comment tu pousses les femmes à aller vers la diplomatie économique? Et tu l'as dit sans le dire, mais ce serait bien là aussi, comme on a parlé des projets, de mettre un nom. Est-ce que tu as eu vraiment un mentor qui t'a marqué, homme ou femme, qui fait que tu dis peut-être, s'il n'avait pas été là, le chemin aurait été plus long ou peut-être je ne serais pas là? Bien sûr, j'ai eu beaucoup de mentors. Un qui t'a marqué, donc bien sûr on en a plusieurs, mais il y a toujours un ou deux. Les autres, ils vont nous excuser, mais c'est l'émission, c'est juste pour dire voilà, oui. Moi je dirais, mon mari, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup encouragé et vraiment il m'a montré la voie. Donc je profite de l'occasion. Tu dis quelque chose de très important. Donc beaucoup de femmes qui sont passées avant toi, elles disaient à la fin, elles disaient, mesdemoiselles, choisissez bien votre conjoint parce que si vous n'êtes pas celui, il ne va pas vous porter. Et donc tu le dis avec tes mots. Donc ton mentor, c'était ton homme, ton mari. C'est mon mari. Et je pense que c'est une chance inouïe parce que souvent, on oublie. Et c'est important. Mais bien sûr, il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Et dans la vie professionnelle, est-ce que tu as un mentor, un homme, une femme? Parce que c'est toujours important, tu le disais, c'est un travail d'équipe, qu'on rappelle que oui, moi je dis, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des belles rencontres. Mais bien sûr, bien sûr. Mais sauf que je ne vais pas citer de noms parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a personne qui t'a marqué plus que les autres? En fait, plusieurs m'ont marqué. Personne plus que les autres, mais ils sont tous là et je leur rends tous hommage. Tu as eu des belles rencontres qui font que tu es là. Magnifique. Quel lien aujourd'hui entre la promotion du commerce international et le développement économique durable dans nos pays de l'OIC? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une grande dimension dans le développement durable? C'est une dimension, et notamment le digital, parce que tu en as parlé, comme ça on peut encapsuler les deux points. Alors la promotion du commerce et de l'investissement, si elle n'est pas durable, c'est pas la peine. Maintenant, dans nos pays, on a besoin des investissements, même s'ils ne sont pas durables. Mais tout en gardant en tête qu'il faut toujours cibler, accompagner de la trajectoire, on va dire. La trajectoire avec des investissements durables. Et un des projets sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui avec des partenaires des banques régionales, c'est de faire en sorte que les investissements de certains pays du Golfe, notamment en Afrique, soient des investissements durables et impactants sur le plan socio-économique. Super. Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple les Émirats arabes unis, le Qatar ou l'Arabie, ils sont dans de grands chantiers. Des ports, des routes, etc. Ça bouge de partout, ça bouillonnant. Ça bouillonne, les mines, etc. C'est des investissements colossaux qu'il faut continuer, mais complétés par des investissements durables, impactant les personnes, les femmes, les hommes qui vivent dans ces pays-là. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train que vous soutenez, qui est soutenu par l'organisation. Qui est soutenu par toutes les parties et vraiment, c'est l'une des choses sur lesquelles je voudrais travailler sur les 2 années à venir. Donc même si tu as une dimension continentale, 57 pays, moi en tant que Marocain, quel est l'apport aujourd'hui de mon pays dans cette dynamique continentale et mondiale que tu conduis? Est-ce que quand tu lèves ta casquette, tu dis je suis fier, le Maroc contribue, au-delà d'avoir le siège, concrètement, est-ce que là aussi tu as un exemple à nous donner pour dire voilà, grâce au Maroc, on a fait ceci, on a fait cela? Mais bien sûr, moi d'ailleurs j'en profite pour remercier mon pays qui porte ce centre et l'encourage et le soutient. Et bien sûr, là on parle Afrique, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça sans passer par le Maroc. Et je suis tellement fière quand, même dans ces pays-là, lorsqu'ils demandent l'échange d'expérience, c'est le Maroc qui vient en tête.
Bon, moi, en tant qu'organisation internationale, j'essaie un neutralité, ce qui est normal. Voilà, mais neutralité, c'est pas facile. Mais il y a la fierté. Non, il y a la fierté. Ce qui est aussi normal. Hein, donc, et ça, c'est quelque chose. Et le Maroc, il fait beaucoup pour le centre, pour l'Afrique. Et nous, on est là pour vraiment accompagner donc, il prend son rôle de leadership assumé pour ouvrir des portes. Et réel. Peut-être juste citer un exemple concret qu'on vient de lancer hier. C'est la digitalisation. Vous avez parlé de la digitalisation. C'est la digitalisation du tir. Aujourd'hui, le tir, c'est une convention de transport terrestre mondial. Aujourd'hui, aucun pays africain n'est membre. Les pays africains de l'OCI, 22 pays. Et donc, nous, on a lancé un projet pour justement digitaliser, faciliter le transport des camions sur l'Atlantique, sur la côte atlantique de l'Afrique OCI. À partir du Maroc jusqu'au Gabon. Ah oui, donc descendre la côte. Vraiment, pour faire en sorte justement que, et ça c'est la digitalisation, un des sujets clés au centre aujourd'hui, c'est la digitalisation. On ne peut plus nos paillettes et l'IA, on l'a dit tout à l'heure, mais on espère qu'on va être... parce que pour garder de la souveraineté, il faut qu'on ait des data centers, parce qu'on a l'humain, mais tout ce qui va derrière, on le voit maintenant, le combat entre la Chine, les États-Unis, non, on doit rester... Et l'avantage de ta communauté, c'est que tu as des pays qui ont le nerf de la guerre et qui veulent exister. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, et les Émirats, maintenant, c'est comment ils ont besoin de l'Afrique pour exister. C'est clair. Donc il y a il faut que chacun s'y retrouve. On est en train d'atterrir tout doucement, mais on va aborder un point qui est important, parce que très souvent, on parle vie privée, vie professionnelle, et beaucoup de femmes disent que c'est compliqué, et puis d'autres disent... Ben moi, je considère qu'on est plus dans une dynamique d'intégration que dynamique, qu'on a chaque volet est tout seul. Est-ce que tu es dans cette logique de dire, ben, je peux être à la maison et être au bureau, et le Covid l'a démontré, donc j'ai un espace et un moment, et puis quand j'ai fini ce que j'ai, ben, je peux revenir et je suis... C'est-à-dire que on a disrupté un peu les espaces. Exactement. Est-ce que c'est cette logique qui te mène aujourd'hui pour être maman, chef, on va dire, d'entreprise ou de cette grande maison et en même temps, on va dire, ambassadrice? Oui. Aujourd'hui, je pense que la frontière, elle est en train de bouger. Et Corona, peut-être l'un des aspects positifs, même si malheureusement, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort, on peut le dire. Exactement. Il a permis de cette utilisation des nouvelles technologies de manière optimale, de manière intelligente, ce qui nous permet justement de gérer nos familles, de gérer notre vie, tout en restant performants, de gérer nos équipes également. Aujourd'hui, ça va en parallèle, sans problème. Si tu devais transmettre une leçon d'alignement personnel à la nouvelle génération de femmes, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Je voudrais dire à toutes les filles de juste suivre leurs rêves, de travailler bien évidemment. On peut pas aller loin. On n'a rien sans effort. C'est l'effort. Et aussi de croire en elle-même, parce que sans cette confiance en soi, rien n'est possible. Et également d'avoir des objectifs et des causes à défendre et à atteindre. Si tu avais une mission dans ce parcours aujourd'hui, au niveau de l'organisation, dont tu es le plus fier, ce serait lequel? Est-ce que tu as aujourd'hui en tête une réalisation, soit que tu as fait toi ou qu'a fait ton organisation? Parce que souvent, ce qui est malheureux chez nous, c'est que celui qui arrive, il jette tout, il repart. Mais parfois, on peut faire grandir des choses qui étaient avant nous. Est-ce que tu as en tête quelque chose dont tu es fier? Bon, j'en ai plusieurs. Allez, 1, 2, tu peux aller... bon, peut-être je commencerai par... Je vais partager deux, qui vraiment me tiennent à cœur. La première, c'est quand on a, en tant qu'au Maroc, participé à la première réunion au niveau de l'Union africaine pour négocier la zone de libre-échange continentale. J'avais suivi, moi, ça aussi. Donc, moi, peut-être que moi et mes collègues, on était les premiers à rentrer dans cette salle. La fameuse salle. Au début, c'est pas facile, vous savez, connaissez... Je reviens de ma maison. Voilà, c'est un retour à la maison. Et ce qui nous a énormément fait plaisir, c'est qu'on est rentré, on a pris la place Royaume du Maroc, et le président,
qui dit on souhaite la bienvenue à la délégation marocaine. Bon, pour moi, c'était un moment très très fort. C'est le vous retour. Êtes rentré, je pense, avec notre ministre et après, donc Sa Majesté est arrivée. Non, on était dans une réunion technique. Ok, donc c'est des réunions. Voilà, c'est des réunions techniques. L'antichambre pour préparer. C'est l'antichambre, c'est les négociations, c'est les techniques. Bon, le train était déjà parti, mais non, on a pris un train en marche. Sûr. Et on a été très bien. Ce qui m'a fait aussi très chaud au cœur, c'est qu'on a été très très bien accueillis par les participants. Oui, parce qu'on était là sans être là. On avait notre place. On a été applaudis, etc. Et puis après, je pense aussi que c'était une chance pour eux qu'on soit là, parce qu'on est venu avec toute notre expertise. Et aujourd'hui, ZLECAf, cet accord-là, il est ce qu'il est grâce en partie à l'apport des experts marocains. L'implication des Marocains. De tous les départements, tous les accords, les services, la douane, etc. Donc vraiment, il y avait ce besoin d'expertise qui était venu au bon moment. Et aujourd'hui, cet accord, en fait, c'est grâce à la collaboration de l'équipe marocaine. Même si on sort un peu de l'OCI, comment aujourd'hui une experte comme vous voit les relations qu'on a avec une grande puissance comme l'Afrique du Sud? Parce que c'est quand on parle de l'Afrique... Je vais vous dire, dans ces négociations-là, sans prendre en compte les questions politiques, on était les deux puissances techniques. J'ai assisté pendant 3 années à des négociations techniques sur les règles d'origine, sur la libéralisation du produit, sur les normes, etc. Donc on avait notre mot à dire. Mais on était les deux puissances, on s'en comprenait et sur beaucoup de sujets, on était en ligne. Parce que là-bas, il fallait être technicien. Et donc, on était en ligne et c'est des gens avec qui on discutait, on échangeait. Ça aussi, ça rapproche un peu, parce que souvent, ils ne nous connaissent pas. Voilà, et donc ils ont découvert, ils sont loin, mais en même temps, on s'est retrouvés là dans les salles de réunion, très proches les uns des autres. Donc ça, c'est le premier... c'est un bon point. Voilà, c'est le premier événement qui m'a vraiment marqué. Et c'est je pense, même pour nous, moi, ça me donne la chair de poule, parce que c'est l'Afrique... on l'aime, et moi, quand on parle de l'Afrique, c'est... Non, c'est chez nous. Voilà, c'est la maison. Vraiment, l'Afrique. On va juste maintenant partager avec toi, ou plutôt tu vas partager avec nous des petites madeleines. Si ton parcours était un pont, lequel serais-tu? Parce que tu es quand même un pont entre les continents, des pays qui ont un dénominateur commun, mais ce serait lequel? Si tu devais... si ton parcours était un pont, est-ce que tu lui donnerais un nom ou tu le mettrais quelque part? C'est le pont de l'excellence. D'accord, donc le pont du rapprochement de l'excellence. Quel est le mot que tu utilises souvent dans tes réunions? Est-ce que tu as un mot qui revient quand tu es dans des réunions techniques dont tu parles? Est-ce que... Ikon khair. Ça, c'est... On va y arriver. Le plat marocain qui te rappelle ton pays quand tu es en déplacement? Est-ce que tu as un plat qui, quand tu dis, allez, quand je rentre à la maison, je vais... Rfissa. On voit les gourmands. Un lieu en Afrique ou ailleurs où tu sens que le monde se connecte, que ça bouge, que c'est... Là, on a parlé du digital, on a parlé... Est-ce que tu as un endroit où tu dis, waouh, pays où tu sens que ça bouge? Dakar, j'aime bien Dakar, j'adore. Bonne vibes. Un objet que tu gardes toujours près de toi pour te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais. Est-ce que tu as un objet que tu as toujours entre les mains ou que tu regardes ou que tu emmènes avec toi? Non, pas vraiment. Donc tu as pas de... Il y a des gens qui avaient leur appareil photo, d'autres c'était leur téléphone, d'autres c'était... Donc toi tu as le téléphone il est pas toujours avec moi. Ça c'est un outil. Donc pour toi c'est pas... Il est malgré toi il est là. Un agenda, j'ai un petit carnet où j'écris des choses. Ah, donc tu continues quand même à écrire. Donc oui. C'est quoi, parfois il y a des idées qui me passent par... tu vas nous écrire un livre, Inch'Allah, un jour. Oui, on t'attend. Pourquoi pas, Inch'Allah, même 2 peut-être. Ah ben voilà, il faut commencer par le premier et après le deuxième, TJ. Ou les 2 en parallèle. Oui, ça c'est féminin, tu vois. Nous on est comme ça, un par un, vous êtes plus fortes. Si tu pouvais inviter 3 personnalités internationales à une table ronde sur le commerce mondial, qui choisirais-tu? Alors, j'inviterai la présidente de l'OMC, Zoki, parce que je trouve que c'est une femme extraordinaire. Elle a du punch. Une vraie africaine. J'inviterai quelqu'un de l'Asie,
de la Malaisie ou de l'Indonésie ou de Singapour. Une personnalité de Voilà. cette partie du monde qu'on ne connaît pas très bien. Voilà, connaît pas, mais je pense que c'est bien de les écouter. Bien sûr. C'est ce qui manque Ouais. aujourd'hui. Comme je dis, on a deux oreilles, on ne les utilise pas toujours. Voilà, exactement. Je pense que ces gens-là, vraiment, il faut qu'on les écoute. Ils ont beaucoup de choses à dire. On a toujours le regard, il faut voir vers l'Est. Il faut voir vers l'Est. Je pense que ça, c'est indispensable. Ça va nous faire. Et la troisième? Alors, la troisième. Ça peut être une Marocaine, si tu as des personnes, ou si tu restes sur le continent africain. Bon, peut-être que j'inviterai, je ne vais pas donner son nom, mais c'est une femme dans un pays de l'Afrique subsaharienne qui est hyper intelligente et qui a vraiment quand je discute avec elle, c'est toujours, je sors avec des tips, avec des choses, avec des stratégies, avec des plans d'action. Et elle est forte parce que c'est une femme du terrain et qui a fait tous les programmes de coopération qui existent. Et donc pour moi, c'est l'exemple à prendre pour sortir avec... il faut la citer. Pourquoi tu ne la cites pas? Il faut pas avoir peur. Il s'appelle Candide. Voilà, comme ça, quand elle va s'entendre, elle va savoir que tu es fier d'elle. Et parce que on ne dit pas souvent merci aux gens qu'on rencontre. Non, moi je lui dis merci tous les jours. Parce et maintenant qu'elle t'écoute, qu'elle va te voir, elle va savoir que tu as une grande pensée pour elle. Ma grande sœur Candide. Une qualité que tu admires chez les jeunes entrepreneurs africains, parce que quand on parle du commerce, du business, moi je reste convaincu que nous sommes le premier continent des entrepreneurs, même si on ne nous voit pas, parce qu'on est malheureusement à 80% d'informel, et quand on est dans l'informel, on a l'impression que vous ne faites rien alors que vous êtes dans la frugalité. C'est leur résilience et leur optimisme. C'est vrai. Ils sont toujours optimistes. Ils croient, ils sont à fond. Dynamiques et ils ne nous attendent pas. Exact. Si tu devais inventer une politique de commerce pour les 10 prochaines années, 2030-2040, quelle en serait la pierre angulaire? Si tu avais... allez, on refait l'OMC et on repose quelque chose. C'est de bannir toutes les règles et mettre en place l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête de penser au commerce avec les outils des années passées. Donc, comme je dis, il faut pas avoir un rétroviseur plus grand que son pare-brise. Non. Il faut regarder devant. Il faut regarder devant. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit, il faut regarder vers l'Est. Vers l'Est, c'est déjà une réalité. D'accord. Quel est ton rêve le plus audacieux pour les 57 pays qui t'ont fait confiance et qui t'ont donné les clés pour piloter? Ce serait quoi? Donc, le mandat, il dure combien de temps à l'OCI? Donc, c'est un mandat de quoi? De 4 ans. Renouvelable une fois maximum, oui, ou renouvelable? 2 fois. Renouvelable une fois. Donc là, c'est ton premier mandat? C'est mon deuxième mandat. C'est ton deuxième mandat. Donc tu as combien, Mazen, Inch'Allah? Inch'Allah, 3 années. Donc tu es au début du deuxième mandat, donc tu as beaucoup de choses à faire. Alors, donc, dans ces 3 prochaines années, si on devait se retrouver, tu dis voilà, je l'ai rêvé, je l'ai fait. Ça serait quoi Qu'est-ce que tu as envie de... C'est de créer ce bloc. D'accord. Monde arabe Afrique. Un vrai bloc. Pas des actions sporadiques. Un vrai bloc institutionnel. Et parce que je suis convaincue que ces 2 régions, ensemble, pourraient faire des miracles. Ils vont faire des miracles. Ils vont le faire parce que c'est une réalité. C'est pas... Donc il te faut maintenant les clés. Est-ce que les clés, on les a. Il faut juste... il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui pourraient favoriser. Il faut tuiler un peu. Mansraouch, donc là, comme toutes les bonnes choses, elles ont une fin. Donc, quel message voudrais-tu vraiment adresser à une jeune femme marocaine ou africaine qui rêve d'aller dans le commerce international, qui dit tiens, je t'ai entendu, ça m'intéresse. Est-ce que il y a un parcours? Qu'est-ce que tu aurais envie vraiment de lui dire? Moi, je leur dis une chose, c'est de changer de paradigme et changer d'élément de langage. D'accord. Et quand tu parles, je dis à la petite fille ou la chef de coopérative, quand tu parles à un banquier ou même à moi ou à une autre institution, il faut dire voilà les opportunités que je présente. Donc être positif, donc être déjà sûr de... C'est la réalité. Et c'est la réalité. Parce que là, je reviens à Candide. Candide, pourquoi il m'a vraiment marqué? C'était au début de mon mandat, donc j'étais allée la voir, on a discuté, etc. Puis je lui ai dit, écoute, on a un programme pour accompagner. Il m'a dit, écoute, ma soeur, moi, mes filles, ils sont formés.
Ils ont eu toutes les formations qui existent. Ils sont formés par GIZ, par l'USAID, par etc. Ce dont elles ont besoin, c'est le financement et c'est les marchés. L'accès au marché et le financement. Et l'accès au marché. On n'a pas besoin de formation. Donc, cette dame, elle a eu le courage de dire, moi, je ne veux pas, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il faut être pragmatique, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on... Il faut aller là où il y a le besoin. Il faut aller loin. Il faut vraiment changer aussi d'échelle. Et puis d'accepter nos différences, que Exactement. Il y a certains dont la formation n'est pas nécessaire, mais ils auront un autre besoin. Il faut qu'on soit agile. Il faut qu'on soit agile. Et qu'il m'habitue, qu'on regarde les choses. Et aussi changer de... Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Changer la manière avec laquelle il parle avec les autres. C'est une opportunité. La confiance, donc retrouver la confiance et oser mettre en avant l'opportunité que tu nous donnes. Donc c'est ça, c'est pas tu as besoin d'aide, tu n'as pas besoin d'aide. C'est clair. Avant de clôturer, donc pour toi, qu'est-ce que le mot réussir quand on veut que ces actions servent aussi la société et le lien entre les continents? C'est quoi réussir pour toi? Pour moi, réussir, c'est simple, c'est faire ce qu'on aime faire et impacter. D'accord, impact. C'est ça, impacter. D'accord. Là, pour moi, c'est ça la réussite. Ben merci Latefa El Boudjelaoui pour ce partage inspirant, lumineux, parce que tu nous as fait voyager. Tu nous rappelles que l'intégration économique ne se construit pas dans les murs, mais dans les pans que l'on bâtit. Et comme tu le sais bien, ici, on ne brise pas le plafond, on redessine le ciel. À la prochaine.